Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, à défaut de me voir bien. On sera un peu entre l'ombre et la lumière à cette heure-ci de la journée. Toujours est-il que c'est un immense plaisir que j'ai de vous accueillir à ce premier webinaire de la plateforme Raphaël. Je suis Idriss Dessous, chef du service de médecine de premier recours. Et vous allez découvrir dans quelques minutes les différents intervenants de ce webinaire qui se veut une plateforme d'échange. Donc très rapidement, nous allons commencer à échanger, discuter. Et pour ce faire, vous avez la possibilité, on vous y invite, de cliquer sur le petit onglet « Questions » en bas à droite de votre écran et de rédiger les questions que vous auriez, les commentaires. Et durant tout ce premier webinaire, nous allons nous efforcer d'adresser le plus possible vos questions, vos discussions, et les éléments que nous n'arrivons pas à compléter aujourd'hui seront intégrés dans la plateforme Raphaël et nous essayerons d'y répondre avant le prochain webinaire. Vous allez donc voir dans quelques minutes les différents intervenants. Donnez-moi quelques minutes. Et après, je vous promets, ça sera des échanges pour vous parler de ce que vous n'allez pas forcément voir aujourd'hui. Je parle des extraordinaires équipes qui sont en back-office aujourd'hui, mais qui sont tout devant dans ce projet, le service de la direction de la communication des HUG, avec sa directrice Frédéric Tissandier, son équipe Franck Schneider et toute son équipe, Jessica, Wing, et tous les collègues, y inclus Guillemette, qu'on remercie, qui nous ont aidés à communiquer, à faire connaître cette plateforme. Le service de pédiatrie générale, et là, la professeure Clara Possuet-Barbe en parlera, mais toute l'équipe de la pédiatrie générale contribue à la plateforme et nous en sommes très fiers. Et puis, évidemment, au niveau du service de médecine de premier recours, beaucoup de personnes qui œuvrent à ce que tout fonctionne au mieux, y inclus des conseils et des avis. Vous avez devant vous une plateforme et nous allons aussi prendre quelques minutes pour essayer de vous la présenter pour ceux que ça intéresse. On va pouvoir ouvrir des pages liées à la plateforme. La plateforme Raphaël, c'est une promesse, c'est un engagement. Une promesse faite à un patient, Raphaël évidemment, mais c'est un engagement fait à l'ensemble des patients, des citoyens, dans nos régions qui sont directement ou indirectement frappés par le Covid long après avoir subi la pandémie Covid et parfois une infection aiguë eux-mêmes ou leurs proches. Raphaël est un patient d'une quarantaine d'années, en excellente santé habituelle, comme on dit dans notre jargon, sportif, qui en mars 2020, au début de la pandémie en Suisse, est infecté par le virus SARS-CoV-2. Le patient va vivre une dizaine de jours isolé chez lui, il sera mal. Heureusement, il ne sera pas hospitalisé. Raphaël pensait avoir passé le plus dur, le plus difficile, et en fait, le plus dur pour lui allait être devant lui pendant des semaines, des mois. Au-delà de rester fatigué, d'avoir de la peine à respirer, à l'effort habituel, Raphaël aura ce qu'on appelle une insomnie d'endormissement. 45 ans, incapable de s'endormir. Pour le connaître d'avant son infection, c'était un bon dormeur, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Raphaël va vivre des journées où il n'aura eu que 2 heures de sommeil, sera en incapacité de travail, son moral va chuter, mais surtout, il sera perdu par rapport à l'information que les soignants peuvent lui donner à ce moment-là, perdu aussi sur la possibilité d'avoir des troubles du sommeil à ce moment-là. On lui dira qu'un virus ne peut pas produire des troubles du sommeil. Il aura un traitement de somnifère pour l'aider à dormir, le rendant encore moins bien, encore plus déprimé, et il sera sous antidépresseur. J'ai vu la détresse de ce patient, j'ai vu l'errance, la recherche de solutions. C'est un patient aujourd'hui qui n'a plus aucun symptôme du Covid long,
Il aura fallu 18 mois à ce jeune patient pour dire le pire est derrière, je me sens comme j'étais avant l'infection. Nous avons tous, toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai citées, senti qu'il nous fallait réagir, qu'il nous fallait fournir de l'information, évidemment, sur le Covid long, mais surtout être à l'écoute des symptômes que nous avions tendance à disqualifier d'habitude, alors que nous ne connaissions rien du virus en phase aiguë et rien du virus pour la phase du Covid long. Donc, nous avions tout à découvrir et vous étiez les meilleurs experts pour nous donner cette information. Nous avons donc souhaité créer cette plateforme académique, sérieuse, bidirectionnelle, parce que nous apprenons autant que vous recevez de l'information. Nous avons dû le faire et nous avons pu le faire grâce au soutien de la Fondation privée de l'HUG, que nous remercions du fond du cœur. Mais nous avons aussi pu le faire en pleine crise Covid aiguë. Et il y a eu des vagues, il a fallu répondre à ces patients malades qu'il fallait hospitaliser. Nous étions en incapacité de vous répondre correctement. C'est pour cette raison que la plateforme Raphaël intègre un agent conversationnel, un chatbot, qui à 3 heures du matin vous orientera, vous informera au mieux et sera le lendemain meilleur qu'il a été la veille grâce à vous, parce que si vous ne trouvez pas l'information, l'équipe se réunit, elle corrige le tir, elle trouve la solution pour que demain, après-demain, vous ou vos proches trouviez l'information. Nous avons pu le faire donc en phase aiguë. Maintenant, nous avons le plaisir de vous accueillir à ce premier webinaire où nous allons consacrer l'essentiel du temps à vous écouter, comme je l'ai dit, et c'est pour ça que je vais rapidement m'arrêter. Vous dire qu'il y aura le chatbot, toujours, des webinaires une fois par mois, des live chatbots, où il y aura des professionnels qui répondront en live aux questions que vous poserez via le chat, et puis d'autres outils que nous comptons bien intégrer, comme nous comptons bien intégrer d'autres institutions à la plateforme Raphaël. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans le canton de Vaud, dans le Valais. Nombreuses sont les institutions qui vont rejoindre Raphaël et la plateforme Raphaël. Et c'est toute notre volonté, c'est qu'à la fin, nous ne possédions rien de la plateforme Raphaël, qu'elle appartienne à beaucoup d'institutions et qu'elle puisse être utile aux populations de patients qui correspondent localement à ces institutions. Je crois qu'au nom de toute l'équipe, je peux vous souhaiter encore la bienvenue et j'ai l'immense bonheur de passer la parole au professeur Posfet-Barbe, qui est très impliqué et qui a complété Raphaël d'une façon extraordinaire avec Anne Perrin pour offrir ce niveau d'information et de prise en charge que nous espérions tous pour les adultes et que nous avons fait. Et Clara et toute son équipe ont pu le faire pour les enfants et puis on est très reconnaissants. Clara, je te cède la parole, merci. Merci beaucoup, Idriss. J'ai le plaisir d'être parmi vous pour ce webinaire et je vais faire bref aussi pour qu'on puisse répondre à vos questions et en tout cas interagir. Pour la pédiatrie, en fait, pendant, bien sûr, Covid est arrivé, les enfants étaient relativement peu touchés pendant la première et deuxième vague, puisqu'ils étaient beaucoup confinés, les écoles étaient fermées surtout la première vague. Et on s'est demandé, quand on a commencé à voir apparaître le Covid long chez l'adulte, est-ce que ça va venir chez l'enfant aussi? Les premiers mois, pas trop, en fait, on ne les a pas trop remarqués. Et puis, tout d'un coup, les frémissements sont apparus on s'est rendu compte, en fait, de façon intéressante que c'était les enfants très grands sportifs qui nous ont été adressés d'abord, puisque c'est ceux qui se sont dit, mais voilà, moi, je suis en pleine forme d'habitude, je fais beaucoup de sport, beaucoup de danse, beaucoup de choses très physiques, et tout d'un coup, ils étaient cuits, alors qu'ils avaient eu un micro-Covid vraiment pas très important. Et ils ont eu nécessité des prises en charge, des réhabilitations, etc. Et puis, quand on a commencé à voir ces enfants-là, on a commencé à se rendre compte que d'autres enfants venaient pour d'autres problématiques, mais toujours avec une histoire de Covid quelques semaines, voire mois auparavant. Et on a décidé de monter une consultation spécifique pour le Covid long, pour poser le diagnostic et ensuite organiser la prise en charge. Et j'ai eu la chance de pouvoir mettre à disposition de cette consultation Dr Anne Perrin, qui est une de nos chefs de clinique de pédiatrie, et faire le lien surtout avec la consultation Covid long adulte, puisqu'en fait,
on apprend de vous, on apprend de cette nouvelle maladie au fil de l'eau aussi. Et je pense que cette équipe de Genève a quand même une des plus grandes consultations de Covid long de Suisse romande. Et notre expertise grandit avec le temps et le travail qui est fait en mettant en plus à disposition Raphaël est vraiment un plus pour vous, surtout, mais aussi pour nous, parce qu'on va essayer d'améliorer nos prises en charge avec le temps. Voilà, c'est toute mon intro et je passe la parole, je crois, à Madame Baudet. Voilà, merci. Alors, bonjour à tous. Donc, j'interviens en tant que patiente partenaire. C'est un exercice un peu particulier parce que s'adresser à 364 personnes depuis chez soi, c'est un peu spécial. Mais voilà, j'essaie de faire le job. Donc, je m'appelle Corinne, j'ai 43 ans, j'ai un petit garçon de bientôt 8 ans. Et puis, je suis là parce que j'ai eu le Covid en octobre 2020. Et puis, j'ai eu une méchante rechute après à peu près un an de Covid. Et ça a été un peu un déclic. Je me suis dit, finalement, si je pouvais utiliser mon expérience pour aider ceux qui sont dans la même situation que moi, je le ferais volontiers. Ça donne un peu du sens à ce que je vis. Donc, j'en ai parlé au docteur Némé qui me suit. Voilà, d'où la raison de ma présence ici. Et puis l'idée, c'est d'apporter peut-être un peu d'aide et un peu d'espoir, si je peux, à ceux qui sont dans la même situation que moi. Donc voilà, j'ai eu le Covid en 2020, octobre, hein, et j'ai eu pas mal de symptômes pendant un mois. Enfin, j'étais isolée pendant un mois. J'ai testé pas mal des symptômes. La liste serait trop longue pour en faire part ici. Ce qui me reste maintenant, c'est de la fatigue. C'est vraiment le symptôme principal. C'est une fatigue qui est énorme, quoi, qui est terrassante. C'est comme si on s'était fait plusieurs nuits blanches de suite. Il y a certains jours, heureusement, c'est pas tout le temps, tous les jours comme ça. Heureusement, mais les jours où c'est compliqué, c'est une fatigue assez violente. Sinon, quand je marche, j'ai très vite des palpitations, je suis essoufflée, j'ai des difficultés de concentration, des vertiges. J'ai une petite liste à côté de moi parce que j'arriverai pas à dire tout ça, de me souvenir, parce que justement au niveau de la concentration, des fois c'est un peu rude. J'ai une petite fièvre qui vient très souvent entre 37,5 38, qui est juste suffisante pour être désagréable. Des douleurs thoraciques, des sensations de brûlure dans les membres, des fourmillements dans les pieds, quand je marche surtout, des acouphènes, et parfois aussi des insomnies, puis d'autres petits trucs secondaires. Donc voilà, c'est en gros, et ces symptômes, ils sont très fluctuants, hein. C'est-à-dire qu'il y a un certain jour où je peux quasiment rien faire de ma journée, hein. Je me lève, j'amène à peine mon fils à l'école et je peux rien faire. Puis d'autres jours où je me dis, là, je peux faire quand même 2-3 choses dans la journée. Je retrouve jamais mon état d'avant, mais bon, il y a quand même des jours avec et des jours sans. Et puis c'est jalonné de quelques rechutes. Des fois, on a quelques jours où on est vraiment moins bien, et puis après on repart en avant. C'est vraiment super variable. Et j'essaie de ne pas comparer avec ma vie d'avant, parce que si je fais ça, c'est assez déprimant. Donc j'essaie de comparer avec il y a peut-être 2 mois en arrière. Je me dis, aujourd'hui, je peux être là devant vous. Peut-être qu'il y a 2 mois, je n'aurais pas pu le faire. Et puis, ce genre de choses, c'est vraiment important d'avancer petit à petit, puis de se dire, faut regarder ce qu'on peut faire, puis pas ce qu'on ne peut pas faire, pas ce qu'on ne peut plus faire. Il faut se dire, ça, je ne peux pas encore le faire, mais ça va venir, quoi. Donc ça, j'essaie vraiment de garder cette optique-là. Alors après, j'ai de la chance parce que je peux quand même travailler un peu. J'ai ce qui s'appelle une reprise thérapeutique. Ça veut dire que je suis en arrêt de travail toujours à 100%, mais je travaille entre 3 et 6 heures par semaine dans une classe. Donc je fais 1 à 2 heures par jour. Je ne peux pas faire plus pour l'instant. Et donc je vais dans cette classe travailler, mais si j'y vais pas, c'est pas grave. C'est pas grave pour les élèves ni pour ma collègue. Et j'ai pas besoin en fait si j'y vais pas, personne m'en voudra. Au contraire, il faut surtout pas forcer. Je suis suivie par le service santé du personnel de l'État, par l'IRH, mon directeur aussi. Et
il m'encourage, il m'aide à reprendre petit à petit. J'ai commencé cette reprise en mai. Donc, j'ai commencé avec 2 heures par semaine. Là, je suis presque à 6, donc c'est très peu, c'est peut-être 20%, et en plus en étant quand même en arrêt de travail. Mais c'est déjà ça. Et c'est vrai que c'est d'avoir un pied dans le monde du travail, c'est génial, quoi. Si tout le monde pouvait avoir cette chance-là et dire, bah ouais, je travaille. Je n'ai pas besoin de donner les détails, je n'ai pas besoin de dire, bah, je travaille peut-être cette semaine, je travaille 2 heures. Oui, mais j'ai travaillé. Donc voilà, c'est important. Je fais un travail que j'adore. Donc de pouvoir continuer à le faire, c'est vraiment une grande chance, quoi. Donc voilà, si les employeurs potentiels qui nous écouteraient peuvent entendre ça, que c'est vraiment quelque chose à mettre en place qui fonctionne, quoi. Donc voilà, en gros, sinon, ce que je voulais évoquer aussi, c'est ce qui est difficile dans la maladie, et que je pense que, enfin, tous ceux qui nous suivent là maintenant, il y en a beaucoup qui vivent la même chose. C'est ce côté imprévisible de demain, de dans une année, de l'avenir. On ne sait pas de quoi ce sera fait. Donc ça, c'est clair que c'est pas évident. On avance lentement, on retourne en arrière, on grimpe une montagne, on tombe dans le ravin, il faut se ressortir du ravin, remonter, mais faut continuer. Faut vraiment l'ascension, elle est super longue, mais il y a beaucoup de gens qui s'en sont sortis, donc et nous on va s'en sortir aussi. Ça c'est sûr. Hein. Même si on est tout le temps un peu face à ses limites, voilà, des fois elles changent à la limite. Des fois on est bien, des fois on est moins bien. Et c'est sûr que c'est pas une histoire de volonté pour guérir, sinon ce webinaire n'aurait pas lieu. Je pense que tous les gens qui souffrent du Covid long, ils avaient pas envie de changer de vie. Personnellement, je n'avais pas envie de changer de vie avant de tomber malade. J'étais bien avec ma vie. Et puis, voilà, aussi, peut-être quelque chose de difficile, c'est le côté un peu invisible, parce que c'est vrai que là, voilà, je suis là, je parle devant vous, mais ça implique que je me suis beaucoup reposée avant, je me reposerai beaucoup après, et vous savez tous que des fois, on a un petit peu plus la pêche, et puis on se reçoit des fois des remarques de « Oh, mais là, ça va. Ouais, là, ça va. » Bah ouais, si ça n'allait pas, je serais dans mon canapé, je ne serais pas là. Donc voilà, des fois, ce côté invisible peut être difficile à vivre. Après bientôt 16 mois, j'ai appris à vivre avec ça, mais c'est vrai que ça peut être difficile. Donc voilà, je ne sais pas si je l'ai passé le temps, j'ai du mal avec la gestion du temps, mais je vais terminer en disant, voilà, vraiment gardons espoir, parce qu'on ne se compare pas avec la vie d'avant. Doser les efforts, c'est super important, mais il faut garder cette petite activité, même un tout petit peu. Au tout début, quand j'ai commencé à rebouger un peu, je faisais peut-être 3 minutes de pilates, et puis j'étais contente, je faisais déjà 3 minutes, puis après, petit à petit, on en fait de plus en plus. Maintenant, je suis à 45 minutes presque par jour. Donc, c'est top, mais il faut passer par ce petit moment où on fait juste à peine ça. Parce que si on ne fait pas ça, on n'arrivera jamais à faire ça. Et puis, je pense qu'il est important aussi, c'est de trouver du plaisir dans les petites choses, quoi. Voilà, je regarde, il y a un magnifique coucher de soleil. Ce genre de choses, passer du temps avec sa famille, avec ses amis. Et puis, trouver aussi des échappatoires. Moi, j'ai découvert, j'aimais déjà bien écrire avant, mais maintenant j'écris vraiment beaucoup, parce que c'est une activité que je peux faire en étant assise. Donc il faut trouver une activité qui nous apporte du plaisir, et puis partager. Je pense que c'est aussi, c'est pour ça que je suis là. Moi, j'aime partager les choses, partager avec des groupes Facebook, avec des forums comme Altea, en gardant à l'idée que forcément dans ces forums il y a beaucoup de gens qui sont pas guéris. Ceux qui sont guéris, ils sont loin, donc c'est normal d'avoir beaucoup de gens qui disent ah, j'ai mal là aujourd'hui, j'ai ce symptôme, qui a eu ça. Donc ça ne veut pas dire qu'on va développer tous les symptômes qui sont évoqués dans ces plateformes, mais c'est vraiment super important de partager, quoi, avec d'autres malades. Donc voilà, c'est un récit de vie que je vous ai fait, qui n'est peut-être pas super enviable, mais je pense que je suis assez enviable parce que j'ai le soutien de mon entourage, je suis très bien suivie médicalement par le HUG, par le médecin traitant, et puis je peux garder une petite activité professionnelle, ça c'est top. Donc voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui œuvrent pour nous, Covid long, et puis bon courage à tous mes compagnons de galère. Merci beaucoup, Madame Baudet, et je partage aussi le ressenti des participantes et des participants qui vous remercient déjà pour votre intervention et qui disent que ça résonne beaucoup avec ce qu'elles ou ils ressentent aussi.
Donc, je suis doctoresse Némé, je suis chef de clinique dans le service de médecine de premier recours et je coordonne la consultation long Covid ou post-Covid adulte sous la supervision de professeur Guessous. Je ne vais pas trop parler parce qu'en fait, on a reçu plus d'une centaine de questions déjà et donc je vais laisser plutôt le temps à l'échange qu'on va avoir juste après l'intervention de doctoresse Perrin. Ce que je souhaitais quand même dire, c'est que nous sommes très contents de votre participation et très reconnaissants de votre participation. Vraiment, on sait qu'à 17h, peut-être vous aviez d'autres choses à faire, c'est la fin de la journée, vous voulez rentrer ou faire un repas ou juste vous reposer. Ça nous montre aussi l'importance de ce sujet. Ça nous encourage à continuer à travailler sur ce sujet, que ce soit dans nos cohortes de recherche, où nous avons plus de 8000 participants aujourd'hui à Genève et où on essaye vraiment de comprendre les effets directs de ce virus sur la santé, sur la capacité fonctionnelle, l'impact social. Ce sont des études qui nourrissent Raphaël finalement. On veut vraiment que vous utilisez Raphaël comme une ressource d'information. On y met beaucoup de temps et d'énergie pour avoir des informations vérifiées, pour pouvoir vous répondre le plus vite. Vous avez le chatbot qui peut vous répondre à toute heure, comme l'a dit professeur Guessous. Puis aussi, vous avez des options d'envoyer des formulaires de contact si vous trouvez que le chatbot n'arrive pas à vous répondre parce qu'il est en apprentissage. Et donc, en fait, il y aura une personne qui va vous répondre dans les 24-48 heures. Profitez aussi de ces webinaires parce que comme Raphaël, qui est une source d'information, ici, vous avez aussi les sources d'information qu'on vous propose à ce webinaire et il y en aura d'autres. Ça sera sur l'impact social, ça sera sur les démarches qu'il faut faire, ça sera un peu tous les sujets que vous souhaitez avoir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Madame Baudet, à professeur Clara Posset-Barbe, à Dr Perrin, à professeur Guessous et à moi-même. Et je laisse la parole à Anne Perrin. Voilà. Merci, bonjour. Donc moi, je m'appelle Anne Perrin, je suis chef de clinique en pédiatrie générale et moi, je coordonne la partie pédiatrique de la consultation post-Covid. Donc moi, je ne vais pas faire très long non plus. Je pense que le témoignage de Madame Baudet est précieux et même si c'est une adulte, je reconnais beaucoup de mes patients dans son témoignage. Tout ça pour dire que le syndrome post-Covid ou Covid long, il existe aussi chez les enfants et les adolescents, surtout chez les adolescents. Heureusement, en moindre mesure, ça touche quand même nettement moins d'adolescents que d'adultes, mais ça existe tout de même. Et les symptômes, ils sont vraiment très similaires. Donc, c'est vraiment le même genre de présentation clinique que nous a présenté Madame Baudet. Peut-être les petites spécificités du côté pédiatrique, je dirais qu'une d'elles, c'est que la plupart des patients qu'on voit, ils sont préadolescents ou adolescents. Et c'est vrai que c'est une période un petit peu charnière pendant laquelle c'est pas forcément évident de faire la part des choses quand on a plusieurs symptômes qui surviennent de type de fatigue, mal-être, de douleur, troubles du sommeil. À l'adolescence, on a plein d'autres raisons que le Covid d'avoir ce genre de symptômes. Et donc, c'est pas toujours facile en fait de savoir qu'est-ce qui cause quoi. Et d'ailleurs, assez souvent, on se rend compte que le Covid a joué un rôle, mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent entrer en compte. Et puis, l'autre grande particularité du côté pédiatrique, en fait, c'est l'école et l'impact sur la scolarité. Donc, Madame Baudet nous a bien parlé de l'impact sur son travail et sur la reprise du travail. Et finalement, ce qu'on fait, ça ressemble tout à fait à ce qu'on fait avec l'école. Et c'est vrai qu'on doit vraiment être très vigilant avec le risque de décrochage scolaire en lien avec les symptômes. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille parce que l'école, c'est déjà un lieu d'apprentissage et donc c'est important et c'est, je dirais même surtout un lieu
de socialisation. C'est le principal endroit où les adolescents ou les préadolescents peuvent être en contact avec leur père, avec les autres jeunes du même âge. Et ça, c'est vraiment primordial dans leur développement d'adolescents. Et donc, on doit à tout prix empêcher que ce contact-là soit rompu. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être la petite spécificité sur laquelle on doit travailler avec les plus jeunes. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et puis je vais laisser la place aux questions comme je vois qu'il y en a beaucoup. Maïsam, je te redonne la parole. Oui, merci beaucoup Anne. Et merci donc encore à toutes les intervenantes et les intervenants d'avoir participé. On va essayer de prendre toutes les questions. Ça sera peut-être mission impossible. Donc, les questions auxquelles on ne va pas répondre aujourd'hui, sachez qu'on va mettre toutes les questions-réponses sur la plateforme Raphaël et il y aura sous l'onglet probablement événements, en fait, tout l'historique des questions et des réponses qu'on pourra vous donner. Sachez aussi que dès le 23 février, chaque mercredi, on aura des séances, des sessions live où vous pouvez poser vos questions au chatbot et puis quelqu'un va vous répondre en direct. Donc, s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre aujourd'hui, dès le 23 février, mercredi, on aura toujours un rendez-vous à 17 h où vous pouvez poser vos questions. Et le prochain webinaire aura lieu le 9 mars. Donc, les webinaires seront une fois par mois et puis les séances où vous pouvez poser vos questions en direct seront une fois par semaine. Je vais essayer donc de prendre vos questions et puis si vous trouvez qu'il y a des questions qui sont encore très, très importantes auxquelles on n'a pas pu répondre, vous pouvez toujours utiliser le bouton de vote et puis comme ça, vos questions remontent dans la file et puis on arrive à les voir plus facilement. Et si je prends en fait les questions qui ont eu le plus de votes jusqu'à présent, on trouve beaucoup de partages et puis de questionnements sur les personnes qui avaient été testées positives et puis qui souffrent du Covid long depuis mars 2020. Donc, il s'agit du variant alpha où on sait qu'on a probablement beaucoup de symptômes post-Covid qui restent. Dans nos études de recherche, en tout cas, il y avait un tiers des personnes qui gardaient des symptômes persistants plusieurs semaines, voire plusieurs mois de la maladie. Et puis, la question, c'est est-ce que finalement, on va s'améliorer? La majorité des personnes s'améliorent à 6 mois de l'infection. Une proportion aussi va s'améliorer à 2 ans. Ça reste quand même 6 mois à 2 ans d'incapacité et de symptômes qui fluctuent. Mais on voit quand même une amélioration. Des fois, l'amélioration est aussi due au fait qu'on adapte notre rythme de vie. Donc, ce n'est pas idéal, mais on arrive à adapter notre rythme de vie à nos nouveaux symptômes. Après, est-ce qu'on pense que c'est une maladie qui va rester à long terme? Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une maladie qui peut rester 2 ans, parce que ça fait 2 ans qu'on connaît le Covid. Et puis, on apprend avec vous, avec cette maladie aussi. Chaque mois qui passe, chaque année qui passe, on essaie avec nos études aussi de mieux comprendre l'évolution de ces symptômes. On a tout espoir qu'avec l'adaptation du quotidien, l'autogestion de quelques symptômes et on espère un jour des traitements, qu'on pourra quand même traiter ces symptômes-là. On sait qu'il y aura une proportion, même si réduite, mais il y a une proportion de personnes qui vont développer des symptômes, on dit chroniques, et qui vont être impactés pendant longtemps. Ce qui m'apporte aussi aux différentes questions qui feront l'objet d'un webinaire à part. Et puis, en fait, il s'agit de quel est finalement l'impact social, comment est-ce que l'AI est en train de répondre ou les assurances sociales sont en train de répondre à ces symptômes qui peuvent durer plus que 2 ans. Ce que nous vous encourageons à faire et ce que nous essayons de faire aussi à la consultation post-Covid, c'est des demandes précoces auprès de l'AI. C'est toujours mieux de faire des demandes précoces et en fait, ça ne veut pas dire, ça n'engage personne à dire que oui, vous n'allez jamais plus travailler ou votre taux ne sera jamais le même que c'était avant l'infection, mais ça vous permet d'avoir cette ressource finalement si jamais vous ne pouvez pas reprendre à 2 ans de votre infection. Pour l'instant, l'AI est en train d'examiner chaque cas au cas par cas et ça sera probablement toujours le cas. Il n'y aura pas
package Covid long ou post-Covid. On dit, voilà, diagnostic post-Covid, c'est-à-dire X nombre de mois ou d'indemnités. Ça sera plutôt au cas par cas. Donc, c'est important d'en discuter avec votre médecin traitant, avec les personnes qui vous suivent, avec aussi votre employeur. Et nous allons étoffer l'information sur Raphaël pour vous venir en aide pour ces démarches-là. Avant de continuer avec les questions, je voulais juste voir avec mes collègues si vous voulez répondre à certaines des questions aussi. J'ai juste vu une ou deux questions pédiatriques qui sont ressorties, notamment des demandes s'il existe des consultations Covid long dédiées aux enfants, aux adolescents, notamment dans le canton de Vaud, et j'ai vu aussi en France. Alors, dans le canton de Vaud, pour l'instant, malheureusement, ça n'existe pas encore. Ça va peut-être venir. C'est vrai que voilà, on a vu maintenant à Genève plusieurs patients du canton de Vaud pour un petit peu faire une évaluation de la situation, mais on peut malheureusement effectivement pas offrir de suivi régulier à cause de la distance. Et puis donc, on a dû mettre en place des choses proches du domicile. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué que d'avoir accès ici au groupe multidisciplinaire de Genève. Mais donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça qu'on a pu procéder. Et c'est vrai qu'en France, donc effectivement, je reçois régulièrement des appels, des emails, des demandes de toute la France, de parents et de patients qui sont assez démunis. Parce que c'est vrai que non seulement pour l'instant, ça n'existe pas les consultations dédiées, mais le diagnostic n'est pas encore reconnu à l'âge pédiatrique. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué voilà, pour les patients touchés et leurs familles de pouvoir faire reconnaître leurs symptômes et d'avoir une prise en charge qui permettrait de les aider. Donc, malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça. Je sais que toutes les demandes qu'on reçoit, on essaye de répondre, de donner des pistes, de réfléchir un petit peu au cas par cas, mais c'est vrai qu'à distance, comme ça, on peut malheureusement pas être d'une très grande aide sans voir les patients. Puis c'est vrai que ça fait pas tellement de sens de se déplacer des fois d'aussi loin pour juste une consultation ponctuelle, puisque le principe vraiment des consultations, je pense que ce soit chez les adultes comme chez les enfants, c'est vraiment le suivi et le soutien régulier dans le temps. Donc voilà, pour l'instant, en France, il n'y en a pas, mais avec l'information, avec la recherche qui avance, on espère que ça va venir. Alors, merci beaucoup Anne. Et puis, rappelez aussi que l'idée, c'est de vous partager de l'information pour que vous puissiez prendre ces outils de communication et les partager avec votre médecin traitant, votre pédiatre. Et puis, finalement, il n'y a pas peut-être besoin d'une consultation spécialisée pour toutes les personnes. Le médecin traitant ou le pédiatre pourrait aussi prendre en charge ces symptômes-là avec les outils et puis l'information que vous pouvez leur partager via Raphaël. Je vais faire chrono en répondant aux questions donc les plus fréquentes. La première question qui avait reçu le plus de votes, Madame Oderlin, on a déjà répondu. Merci beaucoup. Merci aussi, Madame Castro, pour votre témoignage. Après, bien la question sur donc pourquoi 90% des médecins remettent en question nos ressentis. Nous sommes vraiment navrés de lire ça et puis ça nous permet aussi de dire qu'effectivement, il y a besoin de faire plus de communication et plus de reconnaissance. Sachez que dans nos milieux professionnels aujourd'hui, il y a de plus en plus de reconnaissance de ces symptômes-là. Et c'est clair que vous dites, la première question est toujours si on n'invente pas. Bien sûr que vous n'inventez pas, bien sûr que c'est des symptômes que vous ressentiez. Donc, encore une fois, je pense un des outils serait de leur montrer finalement quelles sont les informations à disposition et puis de discuter avec vos médecins qui peuvent des fois ne pas tout connaître ou reconnaître pour essayer de vous accompagner et de travailler ensemble sur ces symptômes et sur l'impact que ces symptômes peuvent avoir sur vous. Existe-t-il à Genève une association de personnes souffrant de Covid long? Alors, nous avons la chance, en fait, de collaborer avec Covid long Suisse. Et je sais que Madame Chantal Britt est parmi les participantes. Madame Baudet aussi est une des participants à Covid long Suisse.
Donc, ça reste donc pour nous l'association nationale qui aujourd'hui arrive à répondre aux besoins. Des groupes de soutien locaux à Genève, nous n'en avons pas encore. C'est une demande qui nous a été faite par plusieurs patientes et patients. Je vois aussi que c'est une question qui revient en pédiatrie. Donc, c'est aussi à réfléchir. Et puis, c'est pour ça qu'on vous invite encore à nous poser ces questions, parce que si on ressent qu'il y a un vrai besoin, effectivement, peut-être qu'on doit réfléchir avec l'Oncovid Suisse aussi, comment toucher le local et le national en même temps. Après, et puis vous, les intervenants, il faut m'interrompre si jamais moi je continue à défiler les questions. Alors, donc la question de est-ce que le Covid peut générer un symptôme de fatigue chronique, c'est aussi une question à laquelle on a un peu répondu avec le fait que les symptômes peuvent se chroniciser effectivement. Ça ne sera pas la majorité des cas, ça sera plutôt dans les peut-être 3% des cas de gens qui gardent des symptômes persistants, mais en nombre absolu, ça sera quand même assez élevé et donc un accompagnement va devoir être fait à long terme. Que faire pour les troubles cognitifs empêchant la reprise de travail? Et cette question est revenue, je sais, aussi en pédiatrie, donc pour les troubles cognitifs chez les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, et puis ça va répondre à plusieurs de vos questions aussi, nous n'avons pas encore de traitement médicamenteux pour le post-Covid ou les symptômes persistants. Ça, il faut l'entendre. Et malheureusement, nous n'avons pas de traitement médicamenteux aujourd'hui. Il y a des études en cours, il y a des traitements qui sont en train d'être étudiés, mais nous ne pouvons recommander de médicaments avant que ces études soient faites. Il y a des expériences qui montrent que finalement un médicament qui est prescrit avant qu'il soit bien étudié et autorisé et approuvé pour cette indication, c'est un médicament qui peut avoir des effets secondaires. Nous n'allons pas rentrer dans chaque traitement que vous mentionnez dans les questions. On sait qu'il y en a en Allemagne. On sait des fois que aussi par désespoir, les gens vont aller chercher ce traitement ou ces traitements. Mais ces traitements ne sont pas sans effet secondaire. Donc, la seule chose qu'on pourra vous dire, c'est vraiment exercer de la vigilance. Parlez-en avec votre médecin. Venez nous voir si vous voulez, et puis on peut en parler aussi. Il y a des pour et des contre. On espère qu'un de ces traitements ou un autre traitement serait la réponse. On sera les premiers à pousser pour que ces traitements soient donnés. Mais il ne faut pas utiliser de traitement avant que la recherche soit faite. Sam, merci. Peut-être juste en attendant, quelles sont les approches qu'on recommande pour les troubles de la concentration, se rappeler? On peut recommencer par la pédiatrie, puis on fera peut-être le corollaire au niveau des adultes, si vous êtes d'accord. Mais pratiquement, en attendant un traitement, qu'est-ce qu'on conseille? Parce qu'on a quand même quelques pistes. Alors, je pense effectivement que c'est assez similaire ce qu'on propose entre les jeunes et les adultes. Après, selon l'âge, des fois, en pédiatrie, on doit adapter un petit peu pour que ce soit quand même ludique. Et ça se ressemble aussi beaucoup, je pense, entre les problèmes, la fatigue physique à l'effort, et aussi, enfin, que ce soit à l'effort physique ou à l'effort mental, je dirais. C'est des approches qui sont assez similaires. Et dans les deux cas, c'est un réentraînement en fait progressif. Et donc, ce qu'on propose en tout cas pour les ados, les pré-ados, c'est vraiment de reprendre très progressivement une activité mentale. Alors que ce soit ceux qui arrivent à faire quelques devoirs, bah voilà, c'est 30 minutes de devoirs par jour. Au début, ça peut être ça. Il y en a où c'est trop, donc ça va être 10 minutes de lecture par jour, ou 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi. Ça dépend vraiment de chaque patient et de là où il en est. Et puis, de petit à petit, en fonction de l'état de fatigue et en fonction des progrès, d'augmenter petit à petit, en fait, le taux d'activité. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait pour la fatigue physique, je pense. Alors, donc, je vais peut-être aussi clarifier et puis donc juste dire, c'est vrai que
il y a aujourd'hui plusieurs écoles. Ce que nous proposons au HUG et puis à quoi nous croyons beaucoup, c'est le pacing. Pacing, il n'y a pas une bonne traduction encore en français malheureusement, mais il faut écouter votre réserve d'énergie, que ce soit mentale ou physique. Donc, ce qui a été connu dans le passé à pousser les gens, on est plutôt contre donc cette approche, que ce soit pour la fatigue, c'est-à-dire écouter votre réserve d'énergie. On propose dans certains cas la physiothérapie pour pouvoir en fait éviter un déconditionnement, mais c'est une vraie balance et un vrai équilibre entre ce que vous pouvez faire, il ne faut pas pousser au-delà de cette réserve d'énergie, et comment éviter le déconditionnement en parallèle. Pour venir aux troubles cognitifs et neurologiques, alors, pour les adultes, en tout cas, ce qui nous aide beaucoup, des fois, alors, à part le fait qu'on fait un bilan neurologique complet avec nos neurologues, ce bilan neurologique complet qui va vous aider, que ce soit à mieux comprendre où sont les déficits finalement, est-ce que c'est dans des tâches exécutives, est-ce que c'est dans la concentration, va aussi aider dans cette prise en charge et dans ces traitements. Les traitements, il s'agit d'ergothérapie, par exemple. Et cette ergothérapie peut être de l'ergothérapie, ce qu'on appelle pré-professionnelle, c'est vous aider, vous mettre en situation de comment reprendre le travail avec des troubles cognitifs. L'offre n'est pas très étoffée à Genève, par exemple, pour l'ergothérapie, mais on essaye de trouver une offre qui vous soit disponible. Ce que nous recommandons pas nécessairement, c'est il faut pas prendre une nouvelle activité que vous faites pas avant. Donc, on a discuté beaucoup avec nos neurologues, nos neuropsychologues. Si vous étiez pas quelqu'un qui avait du plaisir à faire du sudoku, c'est pas le moment de commencer à faire du sudoku. C'est plutôt reprendre, et comme l'a dit ma collègue Dr Espérin, c'est reprendre vos propres activités. Ceci va vous prendre de l'énergie, ceci va vous prendre de la concentration, mais c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir pallier et traiter ces troubles neurologiques. En même temps, on vous donne des astuces, c'est-à-dire, très bien, on va progressivement travailler sur ces troubles neurologiques, mais moi aussi, je veux me rappeler d'aller chercher ma fille à l'école, je veux me rappeler de ce que je dois faire, et donc on vous donne des astuces aussi, et ça c'est avec l'ergothérapie, d'écrire en fait comment se rappeler, comment s'organiser, et puis tout ça, ça rentre dans l'adaptation et l'autogestion de votre quotidien. Dans les troubles neurologiques, il y a aussi les maux de tête. Donc là, on va peut-être juste, Maïssa, si je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport au bilan neuropsychologique. Je pense que c'est juste important par rapport au côté pédiatrique que c'est pas quelque chose que nous on peut malheureusement offrir comme bilan complet à tous les patients. Parce que les bilans neuropsychologiques pédiatriques, il y a des mois et des mois et des mois d'attente. Et donc, c'est clairement quelque chose qu'on ne peut pas faire à tous les patients qui viennent nous voir. Et donc, on regarde vraiment au cas par cas. Et dans la grande majorité des cas, en fait, en quelques mois, on voit déjà que les problèmes de concentration se résolvent, sauf peut-être chez des patients qui avaient déjà des difficultés au préalable, auquel cas là, on prévoit un bilan. Mais voilà, juste malheureusement, on est un petit peu limité dans l'offre qu'on a. Merci beaucoup aussi, professeur Postweber, d'avoir répondu en direct à certaines des questions. Ça nous aide beaucoup. J'essaie de revoir aussi toutes les questions. Donc, par ordre là de vote, je vois qu'il y a une des questions sur les hypothèses de cause du post-Covid. Effectivement, toutes ces hypothèses que vous mentionnez, donc que ce soit une réaction inflammatoire ou une réaction immunitaire dérégulée, sont encore à l'étude. Il y a des évidences pour toutes ces hypothèses un peu. Ce que nous n'avons pas mentionné et que vous pouvez voir aussi maintenant sur le site, la plateforme Raphaël, c'est dès aujourd'hui, et puis quand vous finissez ce webinaire, vous pouvez aller sur la plateforme et il y a maintenant une revue de la littérature. Dans cette revue de la littérature, vous allez trouver des résumés en français. Puis certains des résumés parlent effectivement de ces hypothèses-là sous la pathophysiologie. Et puis, on sait qu'il y a certains chercheurs qui ont trouvé des auto-anticorps, certains chercheurs qui ont trouvé des marqueurs d'inflammation finalement chez des personnes qui gardent des symptômes persistants. On espère qu'avec une meilleure compréhension de ces mécanismes et de cette pathophysiologie, on arrivera à mieux définir les traitements aussi. Donc, pour l'instant, on suit cette littérature. On va vous la partager aussi sur la plateforme et on va les mettre à jour chaque 2 semaines. Alors, peut-être sur le diagnostic, il me semble que
Diagnostic et investigation, on va peut-être rappeler le diagnostic du Covid long si ça intéresse, il me semble. Donc, vous avez compris que ce sont des symptômes qui persistent. Aujourd'hui, on dit 3 mois, donc au moins 3 mois après l'infection aiguë, chez une personne qui a une information positive d'avoir été exposée au SARS-CoV-2, soit par test PCR, soit test antigénique, ou même des tests anticorps, et chez qui il n'existe pas un diagnostic alternatif, une autre explication. Et ça, c'est aussi important, c'est que ce soit, nous parlons beaucoup de Covid long, il faut toujours rester attentif, que malheureusement, il y a une compétition des risques et qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent se greffer, se surajouter au Covid long. Donc, votre médecin doit toujours s'assurer et exclure les causes traditionnelles plus connues. Sur les investigations, je vois beaucoup de questions sur l'imagerie, sur des tests. Je crois que c'est le corollaire au traitement. Soyez vraiment convaincus et rassurés qu'il y a actuellement beaucoup d'études et vous pouvez toujours participer à ces études, mais c'est un cadre très clair où vous comprenez les risques et les bénéfices et peut-être l'absence de bénéfices et vous pouvez participer à ces études, typiquement sur l'imagerie cérébrale, demain sur des traitements qui seront donnés. Donc vous pouvez, et on essaiera, je pense, Maïsam, de poster sur la plateforme Raphaël des invitations à participer à des études que nous jugeons suffisamment sérieuses et de qualité pour vous les proposer. L'imagerie typiquement cérébrale, il y a des questions. Oui, il y a chez certains patients des signes d'atteinte lorsque vous faites de l'imagerie. Et d'autant plus que nous avons des outils d'imagerie très puissants maintenant. Il faut vraiment être très prudent. Dans la majorité des cas, chez une patiente ou un patient avec Covid long, le bilan que nous faisons et que nous savons faire est en général négatif. Et c'est bien la problématique aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas à l'imagerie des phénomènes, on n'a pas encore certainement les moyens de voir ce qui se passe. Et quand on voit des choses, ça peut être très souvent des trouvailles, ce qu'on appelle alternatives, qui se retrouvent ici, qui n'expliquent pas forcément les mots que vous ressentez. Donc, de nouveau, avec quand même beaucoup de parcimonie et de prudence, l'utilisation des imageries et des tests. Et on va s'efforcer dans la plateforme d'essayer de vous dire effectivement qu'est-ce qui, à nos yeux et en fonction des retours que vous nous ferez, a du sens de faire. Je me demande juste si, Madame Baudet, vous avez vous-même votre vécu, votre parcours en termes d'examens médicaux. Est-ce que vous aurez quelques minutes à nous consacrer pour nous dire comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y a eu un enchaînement de tests? Alors, heureusement, vous avez été suivi au sujet, donc j'imagine que non. Mais sentez-vous libre de le dire. Mais quel a été votre vécu par rapport aux investigations qui ont été faites? Alors, disons que déjà, le diagnostic Covid long, il a été posé par mon médecin traitant, je pense au bout de peut-être 6 semaines, quelque chose comme ça, ou même plus maintenant, je ne sais plus exactement, peut-être 2 mois. Et puis, assez vite, donc c'est depuis le mois de janvier que je suis suivie par la doctoresse Némé, donc finalement, ça faisait quoi, 3 mois, un peu plus de 3 mois que j'avais attrapé le Covid. Donc voilà, elle m'a prescrit des examens cardiaques et pulmonaires qui n'ont pas donné, qui n'ont rien donné de particulier. Maintenant, après, c'est vrai que moi, j'ai fait confiance dans les examens à faire ou à ne pas faire, parce que c'est vrai qu'on a un peu, j'ai l'impression que beaucoup de patients ont envie de faire des tests pour avoir un résultat. C'est marqué noir sur blanc, vous avez le Covid long. Et c'est compréhensible parce que c'est quelque chose de tout nouveau, puis on ne sait pas, on l'a pas, c'est autre chose. Donc, mais c'est vrai que si on fait beaucoup d'investigations, finalement, déjà, c'est très fatigant parce que quand j'avais fait un test d'effort, un test de l'hyperventilation, tout ça, c'était au mois de mars, il y a à peu près une année. Chaque fois, il me fallait bien une semaine pour m'en remettre. Donc, c'est pas forcément l'idéal de surinvestiguer. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut faire confiance au médecin, confiance à son médecin traitant. C'est vrai que je crois qu'il y a vraiment maintenant une formation assez approfondie des médecins traitants. Soit ils se renseignent, soit c'est les HUG qui leur donnent les informations. Et puis, ce n'était pas le cas il y a environ une année, mais maintenant, voilà, je pense qu'ils sont vraiment de mieux en mieux formés, donc il faut leur faire confiance, quoi.
Merci beaucoup, Madame Baudet. Pardon, ouais. Je vais juste commenter par rapport à ça. C'est vrai que nous aussi, on fait un grand effort pour essayer de sensibiliser et puis de préparer les pédiatres à faire les suivis de ces enfants. Comme disait Anne, on n'arrive pas à voir tout le monde et à proposer un suivi à long terme pour tous ces enfants qu'on suit. Par contre, en formant mieux les pédiatres et en les sensibilisant, on va mieux détecter des enfants éventuellement qui ont un Covid long perdu dans la masse parmi les adolescents et d'autres problématiques. J'ai vu dans le chat, il y avait des gens qui parlaient qu'ils avaient le Crohn et plus un Covid long. Donc, c'est vrai que des fois, on met un peu sur le dos d'une maladie chronique ou d'une autre maladie quelque chose qui est pourtant autre chose. Et donc, on essaie de les sensibiliser à la détection, mais aussi au suivi de Covid long. Et je crois que le partenariat que fait Anne avec des pédiatres est en train de s'agrandir et un intérêt aussi en train d'arriver. Donc, j'espère qu'avec le temps, on aura de plus en plus de partenaires avec une prise en charge scientifique quand même, parce qu'il faut se baser sur justement ce qui est la réalité, pas tout accepter ce qu'on lit partout, et puis qui aiguille les gens au bon moment, au bon endroit. Merci beaucoup, professeur Posteba. Effectivement, l'idée est de pouvoir donner des outils de communication et d'information, que ce soit aux médecins, aux pédiatres, mais aussi à la population générale. En chrono encore, donc on va répondre groupé peut-être à certaines questions parce qu'on arrive vraiment à la fin. Donc, nous retenons plusieurs questions sur les symptômes. Qu'en est-il des céphalées? Les céphalées, il y a beaucoup de céphalées post-Covid. Dans notre corps de recherche, en tout cas 6% des personnes, voire même 8% en souffrent à plusieurs mois de l'infection. Aujourd'hui, donc ici, il ne s'agit pas de consultation médicale, mais il y a certains médicaments que nous pourrions proposer. D'abord, il faut exclure les autres causes, comme l'a dit professeur Guessous, mais pour des céphalées post-Covid, nous avons des médicaments comme la riboflavine à haute dose que nos neurologues peuvent des fois recommander et qui a moins d'effets secondaires, donc qui est mieux toléré. Qu'en est-il des douleurs thoraciques sans anomalie sur le bilan cardiaque? Effectivement, la plupart des tests que nous allons faire vont être plutôt dans la norme, ce qui est rassurant en excluant d'autres causes finalement, mais frustrant parce qu'on n'arrive pas à trouver quelle est la cause de ces symptômes que nous ressentions. Et en fait, des douleurs thoraciques post-Covid peuvent être des fois dues à donc des douleurs dans en fait, c'est une tension même diaphragmatique des fois qui peut faire ça. On n'a pas toutes les réponses, mais effectivement, c'est un des symptômes aussi qui peut persister sans diagnostic, sans labo ou test pathologique. Qu'en est-il de la polyarthrite rhumatoïde? Effectivement, nous avons vu beaucoup ou plusieurs cas, que ce soit d'inflammation des tendons ou des articulations, des réactions inflammatoires finalement, qui sont déclenchées par le Covid. La polyarthrite rhumatoïde en fait partie, les tendinites aussi. Nous avons la chance dans notre groupe et nos colloques multidisciplinaires d'avoir des rhumatologues qui travaillent, que ce soit sur la plateforme Raphaël ou à notre consultation Covid long, mais c'est des cas qui existent et qui peuvent être déclenchés par le Covid, comme ils peuvent être déclenchés par d'autres virus qu'on connaissait dans le passé. Après, est-ce que les sportifs sont plus à risque du Covid long? Nous ne pensons pas. Nous pensons quand même que les sportifs s'en aperçoivent plus. Il y a un delta plus important et donc les gens qui étaient beaucoup plus actifs vont ressentir malheureusement cette baisse dans leur réserve d'énergie et dans ce qu'ils peuvent ou elles peuvent faire. Et donc, quels sont les facteurs de risque finalement du post-Covid? Aujourd'hui, dans nos études, ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a plus de symptômes persistants chez les femmes. Il n'y a pas vraiment donc d'âge pour développer un post-Covid. Dans la population pédiatrique, c'est plus les adolescents et c'est pas les jeunes enfants. D'autres facteurs de risque sont en train d'être mis en évidence et puis ils vont faire l'objet de notre revue de littérature. Qu'en est-il de l'activation mastocytaire?
Est-ce qu'il y a un rôle là-dedans pour expliquer les symptômes persistants du post-Covid? Il y a certains cas où, en faisant des tests, on arrive à trouver des indices d'activation mastocytaire. Ce n'est pas la plupart des cas. Et puis, comme vous le savez aussi, je pense que M. Wagner était la personne qui avait posé cette question, le traitement d'une activation mastocytaire n'est pas si simple que ça finalement, mais c'est une des hypothèses que nous avons aussi mis sur la plateforme Raphaël et dont les traitements, même si challenging, peuvent être proposés. Voilà, je ne sais pas si mes collègues… Oui, je voulais juste dire que on va rentrer dans les minutes très frustrantes où on aura réussi à adresser que 2% des attentes. Mais c'est pour ça qu'on a déjà signé pour des webinaires une fois par mois jusqu'à juin. Et puis, on sera là tant qu'on aura l'impression qu'on peut apporter de l'information. Déjà, mea culpa, si nous n'avons pas pu répondre à vos questions, elles seront postées et nous y répondrons sur la plateforme. Mais je vous invite vraiment à taper, à rentrer quasiment les mêmes questions si on tarde à vous répondre sur la plateforme via le chatbot. Parce que beaucoup de ces questions, en fait, normalement, vous trouvez les réponses des docteurs Perrin et Némé et professeur Postfevar sur la plateforme. Donc, typiquement, mot-tête, céphalée, dans le chatbot, normalement, vous amène vers une réponse que nous vous avons donnée. Aussi, avec la crise mastocytaire, on a des éléments de réponse là-dessus. Donc, je vous invite vraiment, le temps qu'on vous réponde, d'utiliser le chatbot. Si vous vous rappelez des mots-clés utilisés, rentrez-les et normalement, vous devez retrouver l'information. Vaccination, typiquement, peut-être un mot sur la vaccination contre l'infection SARS-CoV-2. Globalement, il faut savoir que c'est safe, vous n'êtes pas à risque de développer un Covid long après une vaccination, vous n'êtes pas à risque de péjorer votre situation après une vaccination. Et puis, au contraire, nous avons l'impression, sur les données locales, qu'il y a une diminution des symptômes avec des pincettes, on va dire, méthodologiques, mais on a plutôt l'impression qu'il y a un effet dose-réponse, une dose, deux doses, et on espère booster, diminuerait les symptômes de Covid long. Donc, parlez-en à votre médecin, le cas échéant. C'est peut-être juste la même chose pour les adolescents, en fait, ce qui est rapporté. De nouveau, on n'a pas des données très solides, hein, donc on discute avec nos collègues américains, on discute avec nos collègues anglais, avec d'autres collègues pour essayer de mieux comprendre aussi l'effet, enfin le lien entre vaccination et Covid long. Mais on a aussi l'impression que chez les adolescents, les enfants vaccinés ont moins de risques d'avoir un Covid long. Voilà, donc comme l'a dit aussi professeur Guessos, nous allons reprendre toutes ces questions et y répondre une par une sur la plateforme. Nous terminons en vous remerciant vraiment de votre participation. C'est très enrichissant et nous ne pouvons être que très reconnaissants et reconnaissantes de vos partages et de votre participation. Nous voyons que certaines personnes souffrent et souffrent beaucoup et on espère pouvoir continuer à vous accompagner et à vous aider. Je laisse la parole à mes collègues aussi et puis je vous dis de ma part que nous nous revoyons via le chatbot le 23 février à 17h où il y aura une séance donc live où vous pouvez poser vos questions. Et le 9 mars, nous aurons notre prochain webinaire dont le thème sera annoncé ces prochaines semaines avec les intervenantes et les intervenants. Merci Maïssa, peut-être juste vous dire qu'aujourd'hui, ce sont les HUG qui vous parlent, mais sur la plateforme, vous trouvez toute l'information pour trouver des réponses chez vous, je vais dire. Nous sommes à l'initiative de Raphaël, mais vous avez des soignants dans le canton de Vaud, dans le canton du Valais, et toutes ces réponses, vous pouvez les trouver près de chez vous. Donc, n'ayez pas l'impression qu'il n'y a que ce souci au HUG. C'est de loin pas le cas. Allez sur la plateforme et trouvez via les liens les informations de la consultation, que ce soit au CHUV, à Unisanté, à l'hôpital du Valais ou d'autres consultations.
Et puis, on fera un petit tour pour vous dire merci tous. Moi, je vous dis merci. Puis, on laissera peut-être le mot de la fin à Mme Baudet, puisque c'est très clair que votre intervention a été la plus utile et appréciée de tous les participants. Moi, je vous remercie. Et puis, peut-être Anne et Clara avant Mme Baudet. Moi, je voulais aussi vous remercier parce que ces questions nous aident aussi pour comprendre vos préoccupations et puis essayer d'enrichir le chatbot sur lequel on travaille tous vraiment beaucoup pour essayer de donner des réponses claires et puis qui remplissent un besoin. Donc, toutes ces questions vont aussi enrichir le chatbot et continuer d'enrichir. C'est un travail en continu. On l'a fait depuis plusieurs mois, mais maintenant, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, hein, d'enrichir le chatbot. Et je remercie tous les participants d'être non seulement là, mais en plus actifs. Et je remercie particulièrement Madame Baudet qui a eu la gentillesse d'être là avec nous parce que nous, on est des médecins. Moi, j'ai pas eu de Covid long, mais néanmoins, quand on se préoccupe des gens, il faut qu'on comprenne quelle est la problématique. Ça peut être une problématique très physique, mais aussi sociale, aussi de projection vers l'avenir. C'est des problèmes très importants et merci de partager ça avec nous. Et je laisse la parole à Anne. J'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, merci à tous. Et poser des questions aussi sur la version pédiatrique du chatbot pour qu'on puisse effectivement le développer. Et si parmi les auditeurs, là, il y a des jeunes, des ados, des enfants, allez aussi sur le chatbot pour qu'on puisse l'adapter à vos besoins à vous et qu'on puisse répondre à vos questionnements à vous. Alors, je vais essayer de clôturer tout ça. Je vous ai déjà dit merci, mais je remercie encore vraiment toute l'équipe des HUG pour l'immense travail qu'ils font pour notre cause. Et aussi, je l'ai déjà dit, mais vraiment, restez pas seuls. Échangez. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous créer un profil Facebook avec votre nom, votre prénom. Vous mettez un autre nom si vous voulez rester anonyme ou un autre réseau social, c'est égal, c'est pas bon de faire la pub, je sais pas, mais en tout cas, faut pas rester seul, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'être aidée au départ par des gens qui étaient malades depuis plus longtemps que moi. Maintenant, je fais partie des vieilles malades, mais bon, j'aide volontiers ceux qui auraient besoin d'aide et vraiment, voilà, échanger, partager, parce que c'est pas une situation qui est toute facile à vivre. Voilà. Voilà, à la prochaine. Merci à tous. Et puis, on vous retrouve sur la plateforme Raphaël.